Bonjour à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier la HDO et le laboratoire d'ESSES pour me permettre d'être parmi vous et d'évoquer ainsi les empires napoléoniens et plus précisément ces régimes qui redoutent le doute, avec un certain jeu de mots, il est vrai. J'aimerais débuter mes propos, non pas, on va dire, une fois n'est pas coutume, non pas par une citation d'un juriste, mais par une citation d'un écrivain, une écrivaine, comme vous souhaitez. Il s'agit de Delphine Orviller, qui, dans son ouvrage « Il n'y a pas de hasard », explique ceci. Je cite, « Ne jamais finir de dire ou de se dire, refuser qu'un texte ou un homme ait définitivement été compris, et croire, dur comme fer, qu'il pourra faire l'objet d'un malentendu. » Cette notion de malentendu est fondamentale sous les régimes napoléoniens, puisque ces deux régimes manipulent les termes, leur signification, en fonction de leur volonté d'interprétation, des termes tels que république ou bien encore senatus consulte. Nous le verrons dans la suite. Pourtant, ces deux régimes sont difficilement comparables, pour deux raisons. Tout d'abord, en raison de la personnalité de leurs auteurs et également par rapport au contexte. D'un point de vue de la personnalité des auteurs, Napoléon Ier est, on peut le dire, un militaire de carrière. Il est pragmatique, il a le sens de l'adaptation. Napoléon III, quant à lui, tente de réaliser les rêves de sa mère qui sont de poursuivre l'héritage de son oncle Napoléon Ier. On peut peut-être y voir une relation toxique mère-fils. Là, je ne suis pas assez compétente, mais ça va influencer grandement sa manière de diriger le pays. L'autre élément qui fait aussi que Napoléon III diffère de Napoléon Ier, c'est que Napoléon III a fait l'expérience de l'exil avant d'arriver au pouvoir et non pas après, contrairement à son oncle. Cela modifie bien évidemment les interprétations que l'on peut faire des institutions et modifie aussi la conception du pouvoir. D'un point de vue du contexte, on voit également évidemment une différence fondamentale. Il y a à peu près un demi-siècle qui sépare les deux régimes. Depuis 1814, les Français pratiquent petit à petit la politique. Ils ont été initiés petit à petit à une forme de libéralisation, à une forme de parlementarisme sous la monarchie de Juillet. Donc, ils sont quelque peu initiés à la politique. Il n'est donc pas possible pour Napoléon III de poursuivre exactement à l'identique les mêmes prérogatives, les mêmes façons de gouverner que Napoléon Ier. Pourtant, il existe un point fondamental entre les deux régimes. Les deux régimes ont pour objectif de se maintenir et de créer une dynastie. C'est l'enjeu de ces deux régimes. Et pour ce faire, ils vont utiliser, ou ne pas utiliser, un instrument politique fondamental au cœur des régimes. Il s'agit du senatus consulte. On y vient. Pour vous expliquer très rapidement ce qu'est le senatus consulte, il faut revenir à son origine, c'est-à-dire l'Antiquité romaine, et plus précisément la République romaine. Le senatus consulte, senatus consultum à l'époque, est un acte non performatif dépendant du Sénat. Non performatif dans le sens où il s'agit d'un conseil, d'un avis qui peut être donné notamment au consul, mais également au peuple selon certaines modalités. Le Sénat possède l'auctoritas, c'est-à-dire une légitimité politique et morale, là où les consuls possèdent, eux, l'imperium, c'est-à-dire la force de commandement. Ces senatus consultes vont donc grandement influencer les consuls, c'est-à-dire que officiellement, ces senatus consultes à l'époque n'ont pas de force obligatoire, mais la morale, l'aspect politique que représente le Sénat rendent finalement de manière indirecte ces senatus consultes indispensables et quasiment obligatoires de manière indirecte. C'est à partir de ces senatus consultes que Napoléon Ier, alors Napoléon Bonaparte, va faire revivre ces senatus consultes et le Sénat avec la constitution du 22 Frimaire en 8.
Néanmoins, il vient brouiller véritablement le sens du Senatus Consulte. Cette fois-ci, cela devient un acte politique véritablement obligatoire. Nous le verrons par la suite. Napoléon III, lui aussi, renouvelle le Senatus Consulte. Nous le verrons, le Senatus Consulte sous Napoléon III est très peu utilisé. Il a en effet conscience des forces et des faiblesses de l'Empire, du Premier Empire, mais également de son oncle. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans les écrits de jeunesse de Napoléon III, il n'y a aucune mention qui est faite concernant le Senatus Consulte. C'est intéressant. Il s'agit donc ici, si vous le voulez bien, de démontrer que l'usage du Senatus Consulte est révélateur de l'obsession que portent les régimes napoléoniens à la certitude, à la complétude du pouvoir. Et pour ce faire, j'aimerais aborder 2 points avec vous. Tout d'abord, la contingence comme source d'instabilité qui est crainte par les empires napoléoniens, puis évoquer le culte du chiffre 1 présent dans les 2 régimes et qui viennent effacer le pluralisme. Alors tout d'abord, la contingence, une source d'instabilité crainte par les empires napoléoniens. J'aimerais évoquer ce point-là en 2 temps. Tout d'abord, l'emploi démesuré du Senatus Consulte par Napoléon Ier, puis le faible recours au Senatus Consulte par Napoléon III, ce qui peut paraître paradoxal. Alors d'abord, l'emploi démesuré du Senatus Consulte par Napoléon Ier reposant sur la nécessité. Il y a en 14 ans l'élaboration de 114 Senatus Consulte sous Napoléon Ier. Ils reposent tous, et je dis bien tous, sur le principe de nécessité. On parlait de Carl Schmitt tout à l'heure, il a eu un prédécesseur. Chaque Senatus Consulte est légitimé par ce principe de nécessité. Ce qui permet à Napoléon, Bonaparte puis Napoléon Ier, de mettre en œuvre des Senatus Consulte constitutionnels et des Senatus Consulte legem. J'aimerais évoquer ici un Senatus Consulte assez important pour la suite de l'histoire, et on a évoqué quelque peu à l'instant le sujet, c'est la conscription. Et oui, Napoléon va venir s'occuper de la conscription lui-même. C'est le Senatus Consulte du 2 Vendémiaire en 14, désolé, c'est le calendrier républicain encore, c'est-à-dire le 24 septembre 1805, qui est justifié comme exceptionnel car tout à fait nécessaire, vous le comprenez. Ce Senatus Consulte vient violer la loi Jourdan-Delbreuil du 19 Fructidor en 6, dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire le 5 septembre 1798. Cette loi est fondamentale. Il s'agit de conscription, c'est-à-dire l'appel d'hommes sur les drapeaux pour aller combattre l'ennemi. Cette loi est fondamentale car elle dispose que seule une loi peut mettre en œuvre une conscription. Et que la conscription n'est possible que pour 1 an à partir de 20 ans. Or, Napoléon Ier, désormais premier, il est empereur, estime qu'il y a urgence. Une nouvelle coalition s'est liguée contre la France. Il faut agir. Les chambres, malheureusement, ne sont pas réunies à ce moment-là. Il faut donc passer outre le vote des chambres. Et par ailleurs, il existe un décalage, c'est assez technique. Il existe un décalage à partir de 1806, puisque nous revenons enfin, si je puis dire pour les étudiants en droit, au calendrier grégorien. Donc, nous allons passer de 1805 à 1806. Mais cela provoque un décalage entre ces 2 années, et donc l'année 1806 sera quelque peu plus longue de quelques semaines. Cela veut dire que la conscription n'aura pas lieu pour 1 an, mais 1 an et quelques semaines, et par conséquent, que les conscrits, certains, n'auront pas encore 20 ans, mais 19 ans. Imaginez pour ceux qui ont 19 ans s'il y en a dans la salle. Néanmoins, le Sénat accepte. Le Sénat dit « Ok, nous allons voter ce Senatus Consulte. C'est exceptionnel. » Très bien. Pourquoi pas? Il s'agit d'une seule fois. Là où c'est intéressant, c'est de voir que ce Senatus Consulte n'est pas unique. À partir de 1805, plus
aucune organisation de conscription passera par la loi. Toutes les conscriptions passeront strictement par Senatus Consulte, de 1805 à 1814, c'est-à-dire 18 Senatus Consulte. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, la loi relative à la conscription était une loi fondamentale d'un point de vue républicain. Là, c'est véritablement la fin d'une époque. Ce qui est très important à retenir ici, c'est que si les législateurs n'ont pas pu revoter des conscriptions, c'est de voir qu'à la fin du régime de Napoléon en 1814, lors de sa déchéance, le Sénat, de manière assez ironique, justifie la déchéance de Napoléon, notamment par l'utilisation excessive des Senatus Consulte en matière de conscription. Étonnant, quand on sait que c'est le Sénat qui vote et signe les Senatus Consulte. On n'est pas à une contradiction près. Mais cet excès de Senatus Consulte va se répercuter sous le Second Empire. Napoléon III va en effet avoir peur des Senatus Consulte. C'est notre deuxième petit point, le faible recours au Senatus Consulte par Napoléon III, dévoilant une stratégie d'évitement. Cette fois-ci, sous ce régime, seulement 46 Senatus Consulte sont élaborés en 18 ans. Il s'agit de Senatus Consulte qui viennent modifier la Constitution, mais surtout des Senatus Consulte qui sont pris en matière coloniale. Napoléon III privilégie la loi, notamment en matière de conscription. On revient à la loi. Et la loi la plus fondamentale en matière de conscription sous Napoléon III, c'est la loi Niel du 1er février 1868. Très importante, car peut-être qu'elle signe l'arrêt de mort du régime du Second Empire. En effet, Napoléon III assiste de loin à la bataille de Sadowa en 1866 entre la Prusse et l'Empire d'Autriche. Il voit l'Empire d'Autriche totalement défait par la Prusse. Il prend alors conscience qu'il y a un problème au sein de l'armée française. En effet, la France est particulièrement faible face à la Prusse. Il décide donc d'engager une réforme de l'organisation de l'armée. Il passe par la loi. Il souhaite en effet une mobilisation plus forte, c'est-à-dire qu'il y ait plus de soldats recrutables immédiatement. En 1866, 450 000 hommes sont mobilisables immédiatement en France contre 750 000 en Prusse. Sachant que la Prusse, vous le savez très bien, n'est pas très loin de la France. Il souhaite également mettre en place une réserve mobilisable immédiatement et mettre en place aussi une garde nationale mobile, c'est-à-dire l'ancêtre, si vous voulez, de la gendarmerie mobile. Le problème, et c'est ça qui est intéressant dans ce régime, c'est que son propre ministre de la guerre refuse le projet. Mais pas que. Le président du Conseil d'État lui-même refuse également le projet. Il va donc suivre 16 mois de discussion entre le Conseil d'État et le corps législatif pour réussir à arriver à une loi. La loi est promulguée le 1er février 1868. Elle est totalement vidée du sens initial que souhaitait Napoléon III. C'est même un recul vis-à-vis de ce que souhaitait Napoléon III. Peut-être que cela a joué un rôle dans la défaite de 1870. Alors après, c'est de la politique fiction, vous allez me dire, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Donc, je précise, c'est de la politique fiction, mais il y a peut-être une explication de la défaite qui se trouve ici. La question qu'il y a à se poser, c'est pourquoi Napoléon III a utilisé une loi. Si Napoléon Ier avait été là, en 1866, il aurait dit « je pose un Senatus Consulte ». En quelques semaines, le Senatus Consulte aurait été voté, promulgué, et la réforme aurait été mise en place telle que Napoléon III, lui, le souhaitait. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Eh bien tout simplement parce qu'il a peur du Senatus Consulte. Le Senatus Consulte, c'était une arme extrêmement importante
sous Napoléon Ier, notamment en matière de conscription, on vient de l'évoquer. Seulement ici, Napoléon III sait que le Senatus Consulte est un instrument impopulaire. D'ailleurs, lorsque Louis XVIII arrive au pouvoir, l'une des premières choses qu'il fait, c'est de dire la conscription repasse par la loi. Donc Napoléon III a entièrement conscience de l'impopularité du Senatus Consulte, notamment en matière de conscription. Il préfère donc passer par la loi, non pas pour faire plaisir au peuple, mais parce qu'il sait qu'il risque tout simplement de chuter de son siège. Ainsi, on voit que l'objectif des deux régimes est le même, se maintenir au pouvoir, créer une dynastie. Et c'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie avec le culte du chiffre 1, je vais l'expliquer, effaçant le pluralisme sous les régimes napoléoniens. Donc là aussi, deux temps à étudier. Tout d'abord, les Senatus Consulte de Napoléon éteignant la voix du peuple, puis les décrets de Napoléon III confisquant la volonté des Français. Alors, tout d'abord, les Senatus Consulte de Napoléon éteignant la voix du peuple. Les Senatus Consulte sous Napoléon sont dangereux pour le peuple. Il ne faut pas se le cacher. Je pourrais en citer des dizaines, des vingtaines, une centaine. On pourrait même passer 2 jours à évoquer les Senatus Consulte, ce qui pourrait aussi être une idée de colloque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Senatus Consulte ont tendance à violer le peuple, notamment des décisions judiciaires, le principe de non-rétroactivité de la loi, mais également le jury populaire, par exemple. Les Senatus Consulte violent systématiquement la voix du peuple. J'ai choisi un Senatus Consulte en particulier, puisqu'on a évoqué tout à l'heure quelques éléments sur les chambres. J'ai choisi d'évoquer celui du 22 Ventose en 10. Nous sommes encore sous le calendrier républicain, c'est-à-dire le 13 mars 1802, qui est dit officiellement « renouvellement du corps législatif et du tribunat ». Il faut comprendre que ce Senatus Consulte est pris dans une période d'élaboration du Code civil. Or, à cette période-là, en 1802, il existe encore une opposition au sein du corps législatif et du tribunat, notamment par la voix de Benjamin Constant, mais également de Lanjuinais. Cette opposition fait entendre sa voix, ce qui met particulièrement en colère Napoléon. Il décide alors de mettre fin aux discussions concernant le Code civil. Nous allons suspendre le Code civil tant qu'il y aura des opposants dans les chambres. Voilà ce que dit en substance Napoléon. Et pour ce faire, il demande l'application de l'article 38 de la Constitution, qui dispose, je cite, « Le premier renouvellement du corps législatif et du tribunat n'aura lieu que dans le cours de l'an 10. » Très bien. Napoléon demande donc au Sénat d'effectuer ce renouvellement. Cependant, il précise qu'il veut voir le renvoi de 20 membres, je cite, « dissidents », qu'il souhaite voir remplacés par des proches, c'est-à-dire des préfets. Le renouvellement devient donc une forme assez subtile de dissolution, puisque le renouvellement ne passe pas par une entrée, une sortie, un va-et-vient assez fluide de membres au sein des chambres, mais c'est le Sénat qui intervient et qui décide de déterminer quels sont les membres qui vont sortir, non pas par tirage au sort, bien évidemment, mais par désignation. Il y a donc 60 membres qui vont disparaître des chambres et qui seront remplacés par des proches du pouvoir. Il n'y a plus d'opposition, tout va bien, nous pouvons reprendre les discussions du Code civil. C'est d'ailleurs Lanjuinais qui a été évincé, qui qualifiera ce Senatus Consulte d'épuration des chambres. En effet, les débats du Code relatifs au Code civil reprennent. Le pouvoir exécutif s'est fait sentir, il est bien trop fort pour accepter de trembler face à une opposition. C'est également le pouvoir exécutif qui se met en avant sous Napoléon III. C'est ce que nous allons voir par les décrets de Napoléon III venant confisquer la volonté des Français. Napoléon III a tendance à utiliser des décrets là où il devrait utiliser des Senatus Consulte, voire parfois des plébiscites. L'objectif, en effet, est de se renforcer contre l'incertitude.
d'éviter des failles ou de les colmater. Deux décrets sont extrêmement importants et célèbres, vous les connaissez. Il s'agit tout d'abord du décret du 24 novembre 1860 qui modifie la Constitution puisqu'il crée un droit d'adresse, il permet la publicité des débats et met en place un ministre sans portefeuille. Il en va de même pour le décret du 31 juillet 1867 qui remplace le droit d'adresse par un droit d'interpellation. Face à ces décrets, il faut bien le dire, le Sénat montre une certaine forme d'incompréhension. On peut le voir dans les débats, il y a même une forme de colère maîtrisée. Je précise maîtrisée car il s'agit néanmoins du Sénat. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi des décrets ont été utilisés alors que les Senatus Consultes étaient faits pour modifier la Constitution. Eh bien, on le comprend véritablement à partir de 1869-1870, lorsqu'il est question de réaliser une véritable modification de la Constitution. Et ce, lorsque Napoléon III parle du plébiscite. Je vais le citer. Celui-ci indique « J'entends me réserver le plébiscite comme la ressource suprême des mauvais jours, le dernier moyen de salut. Je ne veux maintenant procéder que par Senatus Consultes, pour pouvoir retirer de même les réformes si l'expérience démontre leur danger. C'est en ce cas seulement que je demanderai à un plébiscite de ratifier cette reprise du pouvoir. » Ici, si nous lisons entre les lignes, nous comprenons quel est l'enjeu des décrets, l'enjeu des Senatus Consultes et l'enjeu des plébiscites. Napoléon III a peur de perdre le pouvoir. Le plébiscite peut être une arme qui se retourne contre lui. Si un plébiscite est mauvais, il risque d'être contraint de démissionner ou alors de faire face à une révolte. Donc le plébiscite, c'est à utiliser en dernier recours. Mais la différence entre le décret et le Senatus Consultes, c'est que le Senatus Consultes constitue désormais un instrument solennel du Sénat. Le Sénat, ancêtre du Conseil constitutionnel. C'est donc par la solennité de cet acte que Napoléon III risque de voir son pouvoir diminuer. En effet, mettre en œuvre un Senatus Consultes, puis finalement le supprimer parce qu'il ne va pas dans le sens du pouvoir, c'est visible auprès de la société. Il vaudrait mieux donc éviter de l'utiliser. Le décret, par contre, est un texte qui permet facilement, de manière discrète, de mettre en place certaines réformes et de les retirer aussi de manière discrète si jamais cela ne fonctionne pas dans le sens du pouvoir. On voit ainsi que si Napoléon III utilise très peu le Senatus Consultes et préfère les décrets, et que Napoléon Ier, dans un sens inverse, utilise de manière excessive les Senatus Consultes, c'est bien évidemment pour rester au pouvoir, quitte à le faire de manière autoritaire. Et j'aimerais amorcer une conclusion, si vous me le permettez, en évoquant deux éléments. Un élément qui relèverait plus de la philosophie ou de la psychologie, comme vous souhaitez, et un autre de l'étymologie. Sous Napoléon III, le Senatus Consultes crée un lien entre le futur et le passé. On voit une forme de leçon du bégaiement à travers le Senatus Consultes. Une continuité ou discontinuité, un raisonnement qui existe entre les récits et les générations. La génération de Napoléon Ier et la génération de Napoléon III. Finalement, chaque génération rouvre le livre inachevé de la précédente génération. Pourtant, Napoléon III cherche à revendiquer l'héritage de Napoléon Ier en se faisant un nom. C'est lui qui se donne le nom de Napoléon III. Or, on le sait bien, il est impossible de se faire un nom, puisque substantiellement, le nom, c'est ce qui est donné par la génération précédente, par autrui, par la société. Et c'est ainsi qu'on peut voir que finalement, on est l'enfant de quelqu'un et on s'inscrit soit en réaction, soit dans la continuité de ce que ce quelqu'un a pu réaliser. Napoléon III, ici, essaye de se poser en héritier de Napoléon Ier et pourtant, il utilise
l'arme fondamentale du premier régime de manière totalement différente. Et c'est ce qui affaiblit son pouvoir et peut-être qui joue dans la chute de ce dernier. Et j'aimerais terminer, cette fois-ci je termine vraiment, par un point étymologique. Mon titre évoque le doute. Le doute possède la même racine que le mot double ou le mot deux. Le double ou le deux permet de venir couper une forme de certitude monolithique, le chiffre 1 totalisant, une forme de cercle dans lequel les deux Napoléons ont voulu se restreindre et concentrer les pouvoirs. Et j'aimerais terminer en évoquant une citation de Romain Gary qui explique bien la chute des deux Napoléons. Il indique dans Pseudo, je le cite, « J'ai tout essayé pour me soustraire, mais personne n'y est arrivé, on est tous désadditionnés. » Et c'est peut-être par le refus du deux, c'est-à-dire le refus du pluralisme, que les deux Napoléons sont tombés de leur pouvoir. Je vous remercie.